Salut à toutes et à tous chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau format sur Révolution Permanente. Et oui, notre première émission sur Révolution Permanente qu'on a décidé d'appeler Du bon côté de la barricade. Et dans Du bon côté de la barricade, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'acteurs des luttes, un certain nombre d'acteurs, que ce soit des travailleurs en première ligne face aujourd'hui au Covid-19, mais également des intellectuels, des artistes et autres qui sont, comme on dit, du bon côté de la barricade, c'est-à-dire de notre côté de la barricade, avec une lecture et une analyse de classe comme on sait le faire sur Révolution Permanente. L'idée de cette émission, c'est de pouvoir vous donner nos analyses, notre vision de la situation et également des propositions pour pouvoir commencer à s'organiser face au camp d'en face, c'est-à-dire celui des patrons, des bourgeois, des capitalistes dans cette période de Covid-19. Ce soir, on vous présente donc cette première émission pilote. Voilà, ne soyez pas trop dur avec nous, c'est la première et justement, on attend vos critiques, vos commentaires sur cette page et en dessous de ce live pour pouvoir nous aider à nous améliorer pour la prochaine émission. Bonjour à tous et à toutes. Au sommaire de cette émission, pour commencer, on aura une analyse de la situation politique en France en plein cœur d'une crise sanitaire inédite présentée par Anas Kazim. Puis une chronique sur le front où Flora Carpentier donnera la parole à des travailleurs de la SNCF et de la RATP pour aborder la problématique des transports en commun, foyer de contamination du Covid-19. La rubrique Dans le monde nous emmènera de l'autre côté de l'Atlantique avec l'interview poignante de l'une de nos camarades de Left Voice, Trey Kwon, qui est infirmière dans un des hôpitaux de New York. Puis, Minute Culture nous fera découvrir le clip d'un camarade de Toulouse, Covid sur la ville, avant de passer la parole à Alberta et Irel pour Hashtag, une chronique des dernières tendances sur les réseaux sociaux. Enfin, dans Riposte ouvrière, Gaëtan Gracia partira de son expérience dans l'aéronautique pour développer l'ensemble des revendications pour refuser que les travailleurs payent cette crise. Il faut savoir que les 3 premiers cas de Covid-19 sur le sol européen sont en France. Le premier décès sur le sol européen également est en France. C'est un monsieur qui décède le 15 février à l'hôpital Bichat. Faut se rendre compte quand même qu'on est début avril et qu'il n'y a toujours pas de masque, il n'y a toujours pas de tests en nombre et il n'y a toujours pas assez de respirateurs artificiels. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a jamais cherché à l'anticiper. Entre les premiers cas de Covid-19 qu'on a connus au mois de janvier en France, mais également le premier pays frappé, à savoir la Chine, dès la fin de 2019, le gouvernement français n'a jamais cherché à être prêt à ce moment-là, même si Emmanuel Macron a réexpliqué par cette fois le terme « nous sommes en guerre », à aucun moment en fait ils se sont préparés à la guerre alors qu'ils étaient prévenus depuis un certain temps. Et je dis depuis un certain temps car oui, le Covid-19 c'est une autre forme de coronavirus, mais les spécialistes justement de la santé ont déjà avisé en fait des possibilités plus violentes en fait de mutation du coronavirus et notamment on a déjà connu par le passé à Taïwan en 2003 une forme de coronavirus qui s'appelait le SRAS, S-R-A-S, qui à cette époque-là à Taïwan a tué plus de 70 personnes. Il faut savoir que ce n'est pas anodin aujourd'hui que Taïwan, qui est aussi frappé par l'épidémie de Covid-19, est un des pays qui connaît le moins de morts du Covid-19 en 2020. Donc oui, il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent et qui démontrent encore une fois que le gouvernement français n'a jamais cherché à être prêt pour affronter cette épidémie de Covid-19. Il faut savoir que la France est un des pays les plus touchés avec plus de 11 000 morts aujourd'hui en même pas un mois. 11 000 morts alors que, rappelez-vous du début où le gouvernement et un certain nombre de ministres et de députés nous expliquaient que le Covid-19, ce n'était qu'une petite forme de grippe et que c'était même moins grave qu'une grippe. Et ça, c'est sans compter le nombre de mensonges qu'on a pu entendre, notamment de la bouche de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui notamment nous expliquait que les masques ne servaient à pas grand-chose. Et bien sûr, il n'y a pas que Sibeth Ndiaye qui nous a menti, sont un certain nombre à avoir menti également Olivier Véran. Olivier Véran qui est devenu le nouveau ministre de la Santé, qui nous fait des déclarations tous les matins pour nous expliquer que les masques ils vont arriver demain. Et Olivier Véran, il est devenu ministre de la Santé parce que Agnès Buzyn, elle n'a rien trouvé de mieux à faire que de se barrer du ministère de la Santé dans la période où il y a justement l'épidémie de Covid-19 qui était en train d'arriver. Et je vous l'ai dit au début de cette vidéo, les premiers cas de Covid-19 sont en France et le premier décès de Covid-19 sur le sol européen est en France à l'hôpital Bichat dès le 15 février et Agnès Buzyn préfère se barrer et candidater à la municipale de Paris. Et pendant que j'enregistre cette vidéo, c'est les aléas du direct comme on dit, les 20 h et on va applaudir le personnel de la santé. Bravo, force à toutes et à tous, à toutes celles et ceux qui sont en première ligne depuis le début, qui sont obligés et qui sont là
debout, qui continuent à multiplier les heures, la fatigue et autres, avec très peu de moyens, parfois qui n'ont pas de masque, qui n'ont pas de blouse. On a vu aussi ces images, ces vidéos de blouses qui se déchirent alors même qu'elles sortent du sac plastique. Bravo, au-delà de l'heure, des 20 heures et de la minute d'applaudissements partout dans les quartiers, partout dans les villes en France à 20 heures. Et ben au-delà de ça, on tient à vous féliciter et je tiens personnellement à vous féliciter à avoir cette force, ce courage que vous avez depuis le début. Et souvent, pour connaître énormément de personnes qui travaillent dans les différents hôpitaux et notamment en région parisienne, ils sont payés des cacahuètes. Ils sont payés des cacahuètes et ils travaillent depuis le début, ils sont en première ligne. Il y en a beaucoup qui sont malheureusement décédés du Covid-19, du fait de l'avoir attrapé pendant qu'ils essayaient de prodiguer des soins. Mais on le dit, on le répète, sur Révolution Permanente, il va falloir beaucoup plus que des applaudissements. À 20 heures, il va falloir être aux côtés du personnel de la santé durant toute cette crise, mais après, parce qu'on ne peut pas se contenter uniquement d'applaudissements, il va falloir soutenir le personnel de la santé également lorsqu'il réclame, lorsqu'il dénonce la situation. Et pour citer une révolutionnaire qui est Rosa Luxembourg, elle disait que la chose la plus révolutionnaire que l'on puisse faire est de proclamer haut et fort ce qui se passe. Et je pense, chers camarades, que cette phrase-là résume justement cette situation-là. Il va falloir aujourd'hui proclamer haut et fort ce qui est en train de se passer. Et c'est ce que on est en train de faire aujourd'hui sur Révolution Permanente, mais pas que. C'est de dénoncer cette gestion criminelle d'un gouvernement qui, derrière cette supercherie qu'est l'unité nationale, veut essayer de museler, faire fermer la gueule, pour être un peu vulgaire, fermer la gueule de la classe ouvrière aujourd'hui. Et nous, on ne fermera pas notre gueule sur Révolution Permanente. Car oui, on dénoncera jusqu'au bout cette gestion criminelle de ce gouvernement qui a attendu plus de 40 jours après les premières déclarations de l'OMS pour mettre en place le confinement en France. Car oui, aujourd'hui, si pour beaucoup on est confiné et que les difficultés de mobilisation, j'ai envie de dire matérielles, comme on sait le faire dans la classe ouvrière, à travers les grèves, les piquets, les assemblées générales, les manifestations et autres, viendra ce temps-là. Mais dès aujourd'hui, en fait, on prépare l'avenir et dès aujourd'hui, en fait, on prépare la lutte de demain et notamment cette lutte qui vise à faire payer jusqu'au dernier centime, cette gestion criminelle, en fait, où on voit des morts autour de nous, où on voit des collègues qui attrapent le Covid-19, où on voit des parents, de la famille, des gens qui sont en réanimation et qui décèdent, où on voit des personnes à qui sont atteints sévèrement du Covid-19, à qui on demande de rester chez eux, où on voit des personnes qui ont les symptômes du Covid-19 mais qui ne peuvent pas être testées, alors qu'à côté, des ministres qui n'ont aucun symptôme, eux, arrivent à se faire tester. Car oui, jusqu'au bout, jusqu'au dernier centime, il faudra leur faire payer cette gestion criminelle matériellement demain, mais c'est dès aujourd'hui, comme je le dis, et notamment, comme le disait Rosa Luxembourg, la chose la plus révolutionnaire que l'on puisse faire, c'est de crier haut et fort ce qui est en train de se passer, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur Révolution Permanente, dans cette première émission du bon côté de la barricade. Et bien entendu, après cette crise sanitaire dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle finira, on ne sait pas également les manières dont ils vont essayer de déconfiner, mais vraisemblablement, entre le manque de moyens, le manque de tests, ils vont essayer, quoi qu'il arrive, de déconfiner au fur et à mesure et notamment de commencer à renvoyer les prolétaires au travail, celles et ceux dont le travail est manuel et qui nécessite une présence physique et ne peut pas être fait par télétravail, ils vont chercher à le faire. Mais aujourd'hui, au-delà de cette crise sanitaire, il va y avoir une crise économique d'ampleur qui est en train de se préparer, chers amis, une crise économique que déjà la plupart des spécialistes annonçaient avant même le Covid-19. C'est dire qu'avec cette crise sanitaire internationale, à quel point elle est accélérée. Il faut savoir notamment que dans le seul pays des États-Unis, il y a plus de 10 millions de chômeurs en un mois. Plus de 10 millions de chômeurs en un mois des suites du Covid-19. Ici même en France, il y a énormément de salariés, notamment des intérimaires, des contrats courts, des contrats précaires, des CDD et autres, qui se sont retrouvés du jour au lendemain en fait sans emploi, parfois où leur patron leur a annoncé que c'était terminé, qu'ils mettaient un terme à leur contrat. Enfin, on a essayé de faciliter au maximum la possibilité pour le patron de pouvoir licencier, de pouvoir faire du chômage partiel. Et il faut savoir même que le chômage partiel à 70% de ce salaire-là, c'est le contribuable qui paye, c'est la sécurité sociale. Donc même les patrons, ils ne mettent même pas vraiment la main à la poche, comme on dit, et nous on le dit, on le répète sur Révolution Permanente, que celles et ceux qui nous expliquent qu'ils vont déposer le bilan et autres, qu'ils ouvrent les livres de compte, qui montrent aux travailleuses et aux travailleurs réellement la nature de leur compte et si réellement l'entreprise va déposer le bilan. Et il est hors de question que les prolétaires payent cette crise, car, chers amis, cette crise au fond, qu'elle soit sanitaire, du Covid-19 ou crise économique, elle n'est que le reflet de la nocivité qu'est le capitalisme aujourd'hui. Cette crise, en tout cas, elle mérite, pour celles et ceux
qui faisaient semblant de ne pas le savoir, de révéler à la face du monde entier en fait que ce sont les prolétaires qui tiennent aujourd'hui l'humanité et que lorsqu'il y a des crises, lorsque les capitalistes en fait se planquent chez eux, lorsque les patrons se confinent chez eux ou lorsqu'ils vont dans leur maison secondaire, ce sont les prolétaires encore une fois qui sont en première ligne, que ça soit dans la santé, que ça soit dans l'agroalimentaire ou dans les transports ou dans un certain nombre d'autres métiers, dans la logistique et autres, qui sont en première ligne aujourd'hui et qui font vivre le pays. Il y a notamment un certain nombre de sociologues qui sont de plus en plus en train de montrer et de visibiliser notamment dans un certain nombre de médias et d'articles, que ce sont celles et ceux qui gagnent le moins en fait, qui au final ont un métier qui sert le plus. Il y a notamment cette phrase magnifique d'une biologiste espagnole qui disait « Vous nous demandez à nous de trouver un vaccin alors qu'on est payé 1800 € et que vous donnez à un footballeur 1 million d'euros par mois, allez demander à Messi ou Ronaldo de vous trouver un vaccin maintenant. » Et c'est ça la réalité. Et en tout cas, cette crise, elle est en train de révéler tous les antagonismes de classe où l'ensemble de la population est en train de voir que c'est la classe ouvrière qui est au charbon, pendant que la bourgeoisie, en fait, elle est planquée, elle est dans leur maison secondaire ou qu'elle est en train de faire du jogging le long des quais de Seine. Et à l'inverse, il serait criminel de rendre le bâton au patron pour continuer à se faire battre demain. Après tout ça, après avoir vu que ce sont les prolétaires qui sont en première ligne pendant que les bourgeois sont partis se planquer directement dès le début et qui continuent à donner les ordres, il est hors de question d'accepter encore une minute de plus cette situation qu'on a vécue avant la crise en fait, où on réforme, on précarise, on supprime des emplois, on donne de l'ISF aux bourgeois, on donne du CICE à des patrons comme Ford Blankford, Whirlpool ou autres qui ferment des usines. Et derrière, on a des travailleuses, des travailleurs qui sont encore plus précaires. On a des chômeuses, des chômeurs qui perdent leurs allocations de chômage. À un moment donné, il va falloir dire stop à tout ça. Il va falloir dire stop à l'ensemble des réformes, à l'ensemble des réformes qui visent à précariser les travailleuses et les travailleurs entre la loi El Khomri, la réforme du ferroviaire, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites et autres. Il va falloir à un moment donné leur faire payer jusqu'au bout, leur faire payer cette crise, mais leur faire payer aussi tout ce système capitaliste. Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans notre nouvelle émission du bon côté de la barricade. Ici c'est Flora, je suis avec Ahmed Beral, machiniste RATP, délégué CGT et secrétaire CSSCT. Oui, bonjour et merci de me donner la parole pour pouvoir débattre sur les sujets actuels aujourd'hui. Donc ce soir on a dans l'émission Sur le front une petite chronique sur la question des transports face au Covid-19. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est les conditions du confinement. On aurait voulu un plateau télé, mais on se retrouve sur un plateau balcon télé, comme vous voulez. Quoi qu'il en est, on est heureux d'inaugurer avec vous cette chronique sur la question des transports comme foyer de contamination, parce qu'on voit que ça soit à la SNCF ou à la RATP, c'est un véritable problème, la question de l'exposition au coronavirus dans les transports. À la RATP, Ahmed, on est déjà à 4 décès, c'est ça ? Oui, aujourd'hui on a 4 décès à la RATP, je viens de savoir ça hier, et on a à peu près 106 cas Covid-19 déclarés par les RATP, et je voulais quand même souligner une petite pensée à toutes ces personnes-là qui sont décédées par rapport au Covid-19, et une pensée pour eux et à toute leur famille. Oui, après il faut savoir que les RATP aujourd'hui déclarent 106 cas, mais il faut savoir que ça c'est ce qu'elle a déclaré, hein. On ne sait pas les personnes qui ont été en suspicion, est-ce qu'ils l'ont eu ou pas. Parce qu'il n'y a aucun test aujourd'hui qui a été fait à la RATP à ce jour. Et je pense qu'elle ne compte pas le faire. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de tests qui sont réalisés sur les agents. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a un collègue qui est dépisté Covid-19, les autres collègues du dépôt, etc., vont continuer à rouler sans test. Oui, aujourd'hui, quand on a un cas qui a été avéré Covid-19, on sait que s'il a été en contact avec d'autres personnes, des machinistes ou n'importe quelle personne en plus, il n'y a pas de test qui est fait. On dira à la personne, venez continuer à conduire votre bus, et si vous avez des symptômes, vous serez déclaré Covid-19, ou on vous mettra chez vous en confinement. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir qu'à la RATP, on a des centres médicaux. Si on voulait vraiment aider les usagers, aider vraiment les salariés, on aurait dû laisser les centres médicaux ouverts, parce qu'on a des infirmiers, il y a des médecins du travail, il y a tout. En tout cas, on a tout le matériel pour faire des détections, pour détecter toute personne. On est en capacité de le faire pour du cannabis. Comment fait-il qu'on n'est pas en capacité de le faire pour un virus aussi ravageur? C'est que c'est délibérément que la RATP n'a pas voulu alarmer ses salariés. On ne sait pas le pourquoi du comment. On a fermé tous nos centres médicaux aujourd'hui avec les infirmiers, tout ce qui va avec.
Et justement, par rapport à ça, on a interviewé Nadia, qui est machiniste RATP à Pantin, dans le centre de Flandre avec toi, et qui nous raconte un petit peu, qui, elle, continue à conduire son bus. Donc aujourd'hui, pour nous, voilà, c'est des guerriers, c'est ces agents qui vont en première ligne du Covid-19, et on va écouter son témoignage. Bonjour Nadia, merci d'être avec nous dans cette émission pilote du bon côté de la barricade spécial transport. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi qui continues à rouler en pleine épidémie, comment ça s'est passé pour vous à la RATP? Dès le début du confinement, moi je travaillais toujours et donc c'était un petit peu, on était vraiment livrés à nous-mêmes quoi. Je suis sortie de chez moi, je ne savais pas ce que je devais toucher ou pas toucher. J'arrive au travail, je vois qu'en fait il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de gel, il n'y a rien du tout. Et donc ensuite, bien évidemment, on pose des questions, on demande qu'est-ce qui est mis en place pour qu'on puisse bosser dans de bonnes conditions, parce que le sentiment premier, c'était vraiment la crainte. On n'osait plus s'approcher, on n'osait plus se toucher, et on se sentait en danger en fait. On peut vraiment comparer l'évolution de la façon d'avoir géré le virus à la RATP. C'est exactement la même chose, c'est vraiment le parallèle avec la façon dont a géré le gouvernement cette histoire de virus. Donc en fait, on a des informations qui changent d'un jour à l'autre. Ce qui était sûr, c'est que c'était le même tarif pour tout le monde, il n'y avait pas de matériel, pas de gel, pas de gants, rien du tout. Donc on est resté 10 jours comme ça. Pendant 10 jours, tout ce qu'on a obtenu, en fait, ça a été en râlant, en exigeant, en menaçant de plus bosser, en faisant des alertes sociales, en appelant les syndicats, les élus pour qu'ils nous aident. Et en fait, la direction n'avait rien à nous dire, mis à part, on n'a pas. Donc, on était vraiment livrés à nous-mêmes. Ensuite, au bout d'une dizaine de jours, on a eu du gel hydraulique. Donc, c'est un petit flacon de 100 millilitres qui nous donne une fois par semaine, ainsi que des petites lingettes, des petits trucs, petites lingettes comme des rince-doigts. Et on avait ça donc pour aller travailler, en nous disant que voilà, qu'il fallait faire avec. Ensuite, bien évidemment, comme on n'avait rien de plus, c'est vraiment en travaillant qu'on s'est rendu compte en fait, parce que lorsque je suis partie travailler, je me suis rendu compte que je devais vendre des tickets, donc toucher mes pièces. Je trouvais ça pas net. Les gens passaient devant moi et me parlaient. En fait, j'étais complètement, j'avais l'impression d'être jetée en pâture au loup, quoi. Donc en fait, c'était pas du tout la sécurité. Du jour au lendemain, je crois que c'était une intervention du gouvernement qui a fait que ils ont dit OK pour les passagers à l'arrière, et ensuite l'arrêt de la vente de tickets. Ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. Genre, ils l'ont annoncé à 10h du matin, le soir à 20h, j'étais encore en train d'en discuter, c'était un non catégorique. Et en fait, à chaque fois, on a demandé des choses, des sécurités, des actes qui ont toujours été refusés. Et nous, machinistes, avec un peu de bon sens, et là, il s'agissait de notre santé. Donc là, c'était quand même compliqué, c'était chaud. On a pris des décisions tout seul. Par exemple, moi, le jour où j'ai demandé de plus vendre de tickets, malgré le refus de mon chef, j'ai arrêté du jour au lendemain. Donc en fait, il y a eu une désobéissance, on va dire, de pas mal de conducteurs qui ont commencé à avoir du bon sens et à se mettre à se protéger tout seul en fait. Donc voilà, le témoignage de Nadia est super parlant. C'est quand même un scandale que ça soit aux salariés de prendre des initiatives plutôt que la direction de la RATP. Oui, on fait croire à qui veut bien l'entendre que c'est la RATP qui a décidé de mettre des choses en place, mais c'est faux. Il faut savoir que ce soit pour la vente de tickets, pour l'arrêt de la vente de tickets, pour la montée à l'arrière, c'est les machinistes qu'on a eu marre pour la pro-sécurité, ont décidé de faire des droits de retrait et gueuler très fort pour qu'on arrête tout ça. À aucun moment la RATP, elle écoutait, il fallait continuer à vendre des tickets parce qu'il n'y avait rien de dangereux. Et la médecine du travail les avait déjà prévenus que vendre des tickets, il y avait un risque. Monter par l'avant, il y avait un risque. Et d'ailleurs, du côté du nettoyage, c'est aussi une catastrophe. On a vu que vendredi, vous avez réalisé un nettoyage, un contrôle des bus sur le dépôt de bus de Béliard. Vous avez filmé ce contrôle où vous démontrez l'état des bus. Sur Facebook, la vidéo a fait quasiment 100 000 vues. On va regarder un petit extrait ensemble. Le 10 avril, donc il est 17h45. Voilà, je suis en compagnie du secrétaire de la CSSCT du CSE2. Donc Ahmed et moi, Annie, je vais l'accompagner pour inspecter les bus, la désinfection des bus. Donc alors avant toute chose, vous pouvez voir que le bus a été apparemment désinfecté, vous voyez, le 10 avril 2020, donc aujourd'hui. Voilà, bus
désinfecter. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va contrôler la désinfection du poste de conduite. Bon, déjà pour commencer, voilà, pare-brise fissuré, déjà. Donc on va commencer, voilà, regardez, vous pouvez voir la désinfection du bus. Voilà ce qu'on appelle une désinfection de bus du poste de conduite au centre bus de Béliard. C'est franchement totalement inadmissible. Il n'y a rien qui est désinfecté. Regardez, franchement c'est n'importe quoi. Regardez un peu le poste de conduite, voilà l'état dans lequel il se trouve. Les sièges, pareil, vous pouvez regarder. Voilà, le sol il est complètement dégueulasse. Nous, ce qu'on a réclamé là, ce qu'on réclame depuis le début, qu'à chaque prise de service, un bus soit désinfecté. Aujourd'hui, on fait croire aux gens que tous les bus sont désinfectés. Non, c'est faux. Un chauffeur de bus qui commence à 4 h du matin, lui avec un peu de chance, il aura son étiquette, un bus super propre, avec un peu de chance. Mais lui, quand il donnera son service à midi, à la relève, lui, son bus ne sera pas désinfecté. D'ailleurs, quand on voit dans certains pays comme en Corée du Sud ou en Chine, ça n'a rien à voir. Oui, mais bien sûr, tout le monde a vu cette vidéo où ils ont une technologie pour vraiment désinfecter le bus. Et nous, on fait croire avec notre communication, avec une personne avec un chiffon nettoyé là-bas sur toute une rame de métro ou de tramway, mais c'est dérisoire. Et justement, aujourd'hui, on est confronté à un réel problème, c'est qu'avec la reprise du travail dans certaines entreprises non essentielles, ça engendre forcément une surpopulation aussi dans les transports en commun. C'est ce qu'on a pu constater à travers diverses photos, vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Et quand on voit aujourd'hui le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui appelle à reprendre le travail dans les entreprises même non essentielles, on se dit que c'est pas prêt de s'améliorer cette question-là, et qu'il y a une vraie mise en danger à la fois des agents comme des usagers. Alors bien sûr que la question elle se pose. Moi, si je prends un exemple, on va prendre un exemple le plus basique. Si je veux aller à la Tour Eiffel aujourd'hui, bien sûr que j'aurai un bus super vide. Ça, c'est pour aller à la Tour Eiffel. On sait que c'est les beaux quartiers, les arrondissements, les bus tournent à vide. Mais si on fait marche arrière et on va en banlieue, ces bus-là sont super chargés. Il y a quand même des gens qui vont aller travailler. On demande, c'est bien gentil de demander à tout le monde de se confiner, mais on laisse comme les usines tourner à plein régime. La nouveauté, c'est que la RATP commence à se vanter d'avoir mis en place des masques pour tous les agents. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques problèmes avec ces masques-là. Ouais, aujourd'hui, elle a fait une super belle communication. Moi, ce que j'adore avec la RATP, c'est qu'au moins, c'est communiqué. Il faut savoir que les masques qu'elle nous a donnés, déjà, c'est pas ce qu'on a demandé. On a demandé des masques FFP2 qui peuvent vraiment protéger le massif. Elle nous a donné des masques chirurgicaux pour pouvoir se protéger. Mais se protéger de quoi? Si je suis testé Covid-19, je rentre chez moi, je reste chez moi et je serai considéré en tant que maladie. Il faut savoir qu'on n'a que 2 masques par jour. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le machiniste, quand il commence à mettre son premier masque, il ne boit plus, il ne fume plus, il ne s'arrête plus. Parce qu'au moment où on le retire, on boit un café ou on va boire de l'eau, il faut le mettre à la poubelle. Mais comment fait-il avec 2 masques sur un service de 7 heures? Et toute cette situation catastrophique, scandaleuse que tu viens de nous décrire, de mise en danger des agents comme des usagers, on voit bien que c'est pas que à la RATP, c'est dans l'ensemble des entreprises de transport en commun en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres villes en France. Et à la SNCF, on voit que les cheminots sont confrontés aux mêmes problématiques. Alors c'est la même chose, il y a une véritable opacité sur les chiffres, il n'y a pas vraiment de chiffres à jour sur le cas d'agents positifs au Covid-19. On sait quand même que fin mars, il y avait déjà 365 cas dépistés et au moins 1500 suspectés, c'est-à-dire qu'on est à 4 fois plus d'agents suspectés par rapport aux cas réellement dépistés. Et aujourd'hui, avec la reprise du travail dans certaines entreprises et les départs en vacances, on voit que les riches se permettent de sortir du confinement pour prendre la route des vacances. Apparemment, on n'a pas tous la même réalité dans notre vie. C'est de nouveau une surfréquentation des trains. Et c'est ce que montre ce petit clip de Sudrail Paris-Est qu'on va regarder ensemble. Et puis ensuite, on ira donner la parole à Clément, qui est cheminot technicien de maintenance sur le Technicentre Atlantique à Châtillon, et qui nous racontera comment ça se passe côté SNCF.
Alors bonjour Clément, merci d'être avec nous dans cette émission spéciale sur la question des transports face au coronavirus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe depuis le début de la pandémie? Même nous qui sommes un peu à l'arrière-garde de la SNCF, enfin, on n'est pas très en contact avec les usagers. Voilà, on était quand même assez en danger parce que voilà, les trains, ils entassent des personnes. Il y a pas de désinfection en fait particulière. Et donc en fait tout ce qu'on peut toucher, bah on peut traîner le virus un peu partout. On voyait en fait que la direction, enfin il nous disait d'adopter les gestes barrières en fait comme si c'était la septième merveille du monde. Mais quand il s'agissait en fait de travailler sur les TGV, faire la maintenance, bah voilà, nous on peut pas en fait appliquer de gestes barrières. Nous on voulait que les circulations grande vitesse, voyage grande ligne soient stoppées en fait parce qu'on dans l'intérêt du confinement, on voyait pas c'était quoi en fait l'intérêt de continuer à ce qu'il y ait des voyages grande vitesse. Donc petit à petit, il y a eu un peu un truc imposé où voilà, ils ont réduit les circulations au fur et à mesure, mais pas suffisamment à notre goût. L'autre chose qu'on a imposé, c'est aussi la désinfection des locaux parce que voilà, dans ce métier-là, on touche un peu tous la même chose partout. Enfin, on touche les mêmes poignées de porte, on touche les mêmes outils. Enfin, donc, il y a vraiment en fait un facteur qui fait qu'on se retrouve très rapidement en fait à se refiler le virus si l'un d'entre nous l'a. Et il y a eu un peu ce truc-là au début de voilà regarder ce que chacun touche, ce que chacun fait. Enfin, donc ça a été un peu difficile à gérer et il a fallu en fait se battre pour imposer tout ça à la direction. C'est quand même dingue de se dire qu'il faut se battre pour obtenir la moindre chose. Et je crois même que vous avez eu une difficulté par rapport au masque. Bah, en fait, on s'est retrouvé très vite face à une problématique en fait où on était en rupture de stock de masques de type FFP2 parce que c'est les masques avec lesquels on travaille d'habitude. Parce que voilà, on travaille dans la poussière, il y a de la limaille de fer, tout ça, enfin tout ce genre de choses qu'on ne peut pas en fait, enfin qu'on respire, enfin qui sont assez toxiques pour la santé. Donc il y a eu des droits de retrait et pour le virus, mais aussi pour le fait qu'il n'y ait pas deux pays. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la direction a essayé en fait de nous faire travailler avec des masques chirurgicaux en nous disant que ça nous immunisait, enfin tout ça. Enfin voilà, donc on a répondu quand même que d'habitude on travaille avec des masques de type FFP2 et que c'est anormal d'avoir un peu une réduction de la qualité de nos masques pour faire un travail avec lequel on fait d'habitude. Finalement, je pense que c'est les droits de retrait qui l'ont emporté. Les masques FFP2 ont été mis à disposition des agents. Et à chaque fois, il y a un peu un discours de dire il faut rester confiné, il faut rester confiné, il faut rester confiné, mais il faut rester confiné, mais sauf pour travailler, sauf pour l'économie. Et donc, du coup, on peut voir en fait que là, il y a un peu, depuis le début de cette semaine, il y a une reprise qui s'effectue dans les productions, dans les boîtes qui produisent des choses non essentielles. Et en fait, ces gens-là, quel est leur mode de transport principal? C'est le train, c'est le bus, c'est le tram, c'est le métro, c'est les transports en commun. Et du coup, enfin voilà, le mot d'ordre un peu du confinement, c'est un peu, encore une fois, un double discours de la part du gouvernement, c'est que, enfin, se confiner, oui, mais pas au prix en fait de sacrifier l'économie. On préfère sacrifier les travailleurs. Faut pas se cacher derrière un prétexte en fait d'unité nationale où on est tous ensemble parce que moi j'ai pas envie en fait de faire front commun avec un gouvernement ou avec une direction qui nous a savaté en fait 3 mois plus tôt à propos de la réforme des retraites où voilà on se faisait matraquer sur les piquets à 4 heures du matin où on a vu nos collègues en fait passer en mesures disciplinaires. Il n'y a pas de front commun avec ces gens-là, c'est pas possible avec des gens qui ont cassé les hôpitaux, qui nous ont cassé, qui mettent en miettes le mouvement ouvrier. C'est pas possible en fait de faire front commun avec eux. Donc bien sûr qu'il n'y a pas de front commun. Il faut continuer de combattre les choses qui sont injustes, même dans la période, même si c'est plus compliqué, quoi. Eh ben écoute, je suis bien d'accord avec toi. Merci Clément d'avoir été avec nous et puis à très vite et bon courage sur le terrain. Merci à vous. Alors c'est la fin de cet épisode sur le front. Merci à Clément, Nadia et Ahmed d'avoir témoigné. Si vous souhaitez nous alerter d'une situation dans votre entreprise pour un prochain reportage, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous dis à très vite les amis et merci à vous.
Et justement, on vous parlait de la situation catastrophique dans les transports aujourd'hui en France, mais également aussi à l'international. Il faut savoir que dans une ville comme New York, le métro new-yorkais a annoncé plus de 6000 salariés contaminés, et notamment parmi ces 6000 salariés contaminés, il y a eu malheureusement 41 décès. Je tenais au nom de Révolution Permanente, mais également au nom de cette première émission du bon côté de la barricade, adresser toutes nos salutations révolutionnaires à l'ensemble des camarades travailleuses et travailleurs aux États-Unis, mais pas que, partout où ils sont en première ligne aujourd'hui face au Covid-19 dans cette période. Et comme on dit ici en France, mais en vérité cette expression elle est valable pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs à l'international, nos vies valent plus que leurs profits. Et sans plus tarder, je laisse la parole à ma camarade Elsa qui va nous donner un certain nombre de détails sur la situation catastrophique, sinon apocalyptique, que sont en train de vivre des millions d'Américaines et d'Américains aujourd'hui, et notamment avec cette catastrophe dans les hôpitaux aux États-Unis. Il y a aujourd'hui plus de 16 000 morts aux États-Unis, ce qui en fait le pays le plus endeuillé après l'Italie. Là-bas, les soignants travaillent jusqu'à 16 heures d'affilée dans un environnement chaotique, avec des hôpitaux saturés et où les corps s'entassent dans des camions frigorifiques en guise de morgue improvisée. Face à cette situation, des infirmières ont organisé des actions dans tout le pays pour dénoncer le manque de préparation de l'un des principaux grands groupes hospitaliers du pays. Elles réclament du matériel de protection adéquat, l'embauche de personnel soignant et des tests massifs. À New York, plus de 7000 personnes sont mortes. Le personnel hospitalier a manifesté devant différents hôpitaux de la ville. Et vendredi dernier, le 3 avril, les infirmières ont organisé une action devant l'hôpital du Mont-Sinaï à Manhattan pour réclamer le test des soignants, des protections adéquates et l'embauche de personnel. Democracy Now!, une émission d'actualité américaine, a interviewé notre camarade Trey Kwan, qui est membre de Left Voice et infirmière en soins intensifs à l'hôpital du Mont-Sinaï à Manhattan. Elle est également membre du comité des travailleurs en première ligne face au Covid-19 et elle a écourté son congé maternité pour rejoindre ses collègues qui étaient en train de se battre contre la pandémie. On propose de partager avec vous cette interview où elle revient sur ses conditions de travail, sur l'état des hôpitaux aux États-Unis, mais où elle propose également un programme d'action pour sortir de la crise. Trey, welcome to Democracy Now! Can you describe where you are, who you're with, and what you're demanding right now? Hi, Amy. I'm a nurse here at Mount Sinai. We're in front of the emergency room here. We're spilling out into the sidewalk to demand protective personal equipment, ventilators, an adequate safety protocol for healthcare workers on the front line. We formed this task force because we saw that the whole saying of, we're all in this together, that Cuomo, Trump, and other politicians and even CEOs are claiming is totally bogus. We are the ones who have our bodies on the line. We are the ones who are putting our families at risk and ourselves at risk at our jobs. We're demanding attention now instead of rapidly responding to this pandemic with the appropriate ventilators and protective gear. They're actually blaming nurses and even accusing folks of hoarding supplies. Cuomo, who's trying to scramble now to build beds across Central Park and in Javits Center, he's doing the big talk, but he's actually the one who's been closing down hospitals over the last decade. He's been the kingpin of hospital mergers. He's also the one to even now propose Medicaid cuts during a pandemic crisis. So we see that the solution is not going to be presented by these demagogues who are even now passing a $2 trillion stimulus package for corporations with pitiful relief for working class folks. We're here and we're really inspired by the actions of Jacobi Medical Center nurses in the Bronx, Montefiore nurses in the Bronx, and Amazon workers who walked out. We're in solidarity with Chris Smalls, who was faced retaliation for his organizing. Trey Kwan, can you talk about the COVID-19 Frontline Workers Task Force, what exactly it is, and can you respond to President Trump repeatedly tweeting and speaking at his daily news conference, suggesting that the hospitals in New York are hoarding equipment and ventilators, while the mayor of New York City, de Blasio, says that New York City will run out of ventilators in just a few days? I mean, the COVID Frontline Workers Task Force we formed over the last week when we saw that our demands were not being met. It is an interdisciplinary task force of healthcare workers on the front line, residents, doctors, nurses. We invite all healthcare workers to form those kinds of worker-led assemblies and committees at their hospitals
just as the Jacobi Medical Center was led by independent rank-and-file nurses, this initiative was totally planned by us, for us. We invite the union leaderships to take up these kinds of organizing and support it full-heartedly. In fact, this morning, the whole claim Trump's saying that we're hoarding supplies is absolutely absurd. In the hospitals that we are working at now, we have to reuse and reuse. We have to use one gown for some folks for the entire shift. We have negative pressure rooms that have not been tested and ensured that they are actually effectively isolating airborne particles. We have to use one face shield, and we're supposed to wipe that with hydrogen peroxide once we come in and out of a patient's room. Meanwhile, we're in crisis with patients being intubated left and right. We have, as you know, morgues filling up. So this claim is absolutely absurd, and it's a total lie. De Blasio, he's calling attention to the lack of ventilators, but it's not just ventilators. Sinai, up until a few days ago, only had several days left of protective personal equipment. 7 days was what we were told 3 or 4 days ago. So we don't know where the situation is now. And we see also that the response that we're getting this morning, we were told, coincidentally, that with the calling of our action, Mount Sinai executives are now finally responding to our demands to extend the quarantine to the appropriate 14 days so that we can recover and come back to work and not infect our patients, not infect our peers. And they also are supposedly offering free testing for healthcare workers, however, have not told us when that's going to begin and how we're going to be able to access that testing. And it's only after H&H hospitals have announced the same policy. Traquan, can you talk about your own personal experience? You're astounding. You gave birth 3 months ago. You were supposed to be on maternity leave for 6 months? Well, Amy, you probably know that this country doesn't provide paid maternity leave for the working class and birthing folks. So I was going to stay out for 5 to 6 months just to spend time with my baby and use my savings. I went per diem during pregnancy because I was feeling really sick and dehydrated, and I had medical conditions during pregnancy because we can barely take a break during our shifts. We were already chronically short-staffed before this pandemic hit. But I came back a few weeks ago because I was home full of worry and obsessed with what was going on with my coworkers, anxious like the rest of us, watching at our TVs and computers at home. And I could not stay home anymore while I heard my coworkers and colleagues scrambling on the front lines. You know, it's maybe it's a risk to myself, maybe it's a risk to my baby, but this is what I am. I'm a nurse. I think that it's my duty to take care of patients to some extent, what I can do. You have released a statement of purpose, which notes, under the Defense Production Act, the president could take over 3M, Honeywell, and Kimberly-Clark, the largest manufacturers of N95 masks and other protective equipment. Explain that further. So what's really necessary, Amy, my opinion is that manufacturing industry needs to be nationalized and put under total public control, actually democratic workers' control. That would be the only rational way to respond to this crisis. GM, all these corporations are sitting around waiting for their package from the federal government. And they're right to wait for that because historically that's what has happened. But ultimately, what is required is centralized, coordinated planning, but not under the hands of Trump. Trump is yet another billionaire boss, bigot, who's also looking out for his own interests. So it really needs to be under the control of the public, the working class. So, I mean, this is an idea, and I think that in this crisis, it's finally becoming really concrete. Why does healthcare need to be national, public, and a human right? Why can we not have corporations in charge of determining who gets care? People are too afraid to go to the hospital because even with COVID, because they're afraid of the bills that will remain behind them after they die. Traquan, I want to thank you for being with us. ICU nurse at Mount Sinai West, member of the COVID-19 Frontline Workers Task Force at Mount Sinai Hospital. She is standing in front of her hospital right now, involved in a protest. I wish you the very best. You and all of your colleagues are heroes
defending the lives of everyone, even beyond your particular hospital. I wish your baby all health, your family all safety. Thank you so much. Salut, c'est Raph, militant à la Révolution permanente et étudiant à l'Université du Mirail à Toulouse. Voilà, on vient de sortir un petit son, le clip du son Covid sur la ville. Donc on va vous le visionner là et on aimerait énormément avoir vos retours, que vous nous communiquiez ce que vous en pensez, est-ce qu'il vous plaît ou pas. Et voilà, en espérant que du coup ça vous plaise et bonne écoute, bon visionnage. Y'a Covid dans la ville. Un virus sur le monde. Confinement de vitesse, ton JT tape au crâne. Rien à foutre l'unité nationale. Confinement de vitesse, ton JT tape au crâne. Rien à foutre l'unité nationale. Rien à foutre. Dans mon taf c'est le rush, fais les tâches à l'arrache. Le patron est heureux, fais la marge et ramasse. Sache une prime comme un os, même pas 1000 quelle insulte. Les bandits sont bien ceux qui s'habillent en costume. Y'a Covid dans la ville, un virus sur le monde. Les condés dans la rue, et Macron qui nous ment. Confinement romantique pour les riches seulement. Eux méprisent nos vies quand on taffe salement. L'hôpital est malade, pas de masque pour soignants. À l'EHPAD c'est la guerre, les cadavres pas comptés. Nos vies valent témoignage, des cas graves à compter. Quand l'État fait réforme pour taffer 60 heures. Le virus est dangereux et nos vies sont en jeu. Pour patron le profit c'est l'enjeu. C'est l'enjeu, c'est la crise et qui paye. C'est la question qu'on pose, c'est la question qu'on pose. Prolétaire pas Bill Gates, prolétaire pas Bill Gates. C'est la guerre contre les pauvres, on va la faire contre les riches. Et la vraie seule réponse c'est qu'on se lève et riposte. Faire la guerre sans répit, on va la faire contre les riches. L'hécatombe dans ton checks. Les journées sont comptées, les condés sans complexe. L'État force le contrôle des papiers, des frontières. Se prépare à la guerre car il sait qu'on voit clair. Y'a Covid dans la ville, un virus sur le monde. Les condés dans la rue et Macron qui nous ment. Confinement romantique pour les riches seulement. Eux méprisent nos vies quand on taffe salement. Y'a Covid dans la ville, mais patron veut rouvrir son usine pour produire l'inutile. Y'a qu'à nous que ça tient de fermer nos usines ou de produire de l'utile. Y'a qu'à nous que ça tient. Et la crise c'est aux riches de payer, mais à nous de l'imposer, ouais à nous de l'imposer. Confinement de vitesse, rien à foutre l'unité nationale. Merci énormément à Raph pour cette musique et je tenais à vous dire que cette rubrique dans l'émission Du bon côté de la barricade, cette rubrique culture, elle est aussi pour celles et ceux qui nous regardent. C'est-à-dire que si vous avez peut-être des chansons ou d'autres formes d'art ou de culture à essayer de soumettre à l'équipe de rédaction de Révolution Permanente, bah n'hésitez pas, vous envoyez un message soit sur notre page Facebook Révolution Permanente, soit sur le site internet révolutionpermanente.fr. Et tout de suite, je laisse la place à nos deux camarades, Erel et Alberta, qui sont étudiantes au Mirail à Toulouse, mais également militantes pour Révolution Permanente, qui, dans cette chronique, vont décrypter toutes les tendances sur les réseaux sociaux durant cette semaine, et notamment toutes les tendances liées au Covid-19. Elles vont décrypter pour vous les hashtags qui ont fait le buzz cette semaine, mais également tout ce qui a fait réagir la toile, que ça soit sur Twitter, Facebook ou encore sur Instagram. Salut! Du coup, moi je suis Alberta et je suis avec Erel. On est toutes les deux étudiantes et militantes à Révolution Permanente. Et du coup, bienvenue dans Hashtag, la petite émission qui va essayer de revenir un peu sur les différentes tendances de la semaine et voir un peu qu'est-ce que ça dit du mood dans cette troisième semaine de confinement. On parle quand même pas mal du confinement, non, sur les réseaux sociaux? Bah oui, en tout cas, là, tous les jours sur Twitter, une des tendances, c'est confinement jour-temps, parce que les gens, ils s'identifient aussi pour partager un peu ce qu'ils font pour pas s'ennuyer, quelles séries ils ont regardé. Une des tendances qui a émergé, qui s'appelle Ma vue depuis le confinement, où les gens ils prennent en photo ce qu'ils ont devant eux toute la journée. Et c'est marrant de voir un peu les contrastes de genre quel confinement t'es en train de vivre, quoi.
Ouais, par rapport à ça, il y a la tendance aussi. Enfin, en fait, il y a un schéma qui montrait que 12% des Français vivaient dans un logement sans balcon, terrasse ni jardin. Et du coup, il y a eu tout un engouement autour de la team 12%, parce que c'est vrai que sans extérieur, c'est pas la même chose quand même. Mais une des tendances aussi qui a émergé, qui a fait genre 400 000 tweets, un truc comme ça, c'était sur la Journée mondiale de la santé, un peu ironiquement, parce que c'était mardi dernier. Il y a eu plein de tweets, notamment des comptes officiels qui disaient « Oui, applaudissons les soignants, rendons leur hommage en ce jour mondial de la santé, blablabla ». En vérité, les hôpitaux, ils ont repris ce truc-là pour dire en fait « Donnez-nous des moyens » et pour même accuser les grands groupes comme LVMH ou PSA de genre « Payer vos impôts ». Ouais, ça a eu pas mal d'écho. Bon, déjà, PSA et Airbus et LVMH, ils continuent à faire travailler des gens. Ils n'ont pas arrêté la production. Il y a eu pas mal d'écho à cette campagne-là. Dans les campagnes Plus jamais ça, et on n'oubliera pas aussi ce hashtag qui est pas mal repris. Plus jamais ça, pour dire en fait plus jamais un président qui puisse dire à une infirmière il n'y a pas d'argent magique, quoi. Et on n'oubliera pas, il y a un peu cet aspect de genre vous comptez vos profits, nous on compte nos morts. Il y a assez de rage en fait dans ce hashtag, dans l'idée de dire qu'en fait on va vous faire payer la facture, quoi. Il y a aussi des tweets du mauvais côté de la barricade, quoi. Brice Couturier qui tweetait de notre côté non plus, on n'oubliera pas ni la dévastation de l'Arc de Triomphe, je sais pas quoi, avec un mépris de dingue, quoi. Non mais le mépris sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant. En début de semaine, il y a eu une offensive raciste de ouf par rapport à la Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a le chiffre de mortalité qui est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Du coup, les gens, ils disaient « Oui, mais en Seine-Saint-Denis, ils ne respectent pas le confinement, nanana ». Sauf qu'en vérité, c'est parce que s'ils ne respectent pas le confinement, c'est parce que les 3/4, ils sont obligés d'aller retourner au travail. Et puis, entre ça et l'éditorialiste sur BFM... Ouais, le mec qui est Pokémon, là, n'importe quoi. Ouais. Il est complètement lâché. En plus, il dit qu'il s'est excusé et que ça va aller, comme si il fallait juste le priver de dessert, quoi. En fait, il y a un tweet qui disait ça. Moi, j'ai vu pas mal de choses aussi qui tournaient dans le sens de beaucoup d'homophobie aussi par rapport, en fait, au coronavirus, de gens qui reçoivent des mots dans leur immeuble en mode « Je sais que t'es gay, donc je te préviens, va pas dans l'ascenseur parce que tu vas choper cette maladie plus vite de toute façon, quoi. » C'est quoi ce délire? Et il y a une campagne justement qui s'appelle Ensemble sur Internet, avec pas mal d'assos, Stop Homophobie, pas mal de personnalités de YouTube et tout, qui essayaient en fait de dire voilà, c'est pas parce que là on est sur Internet seulement qu'en fait ça doit augmenter en fait toutes ces violences racistes et homophobes, quoi. Et d'ailleurs, vendredi, il y a eu une campagne hashtag Stop Amazon qui a commencé à tourner, qui a été lancée par Attaque et Solidaire. Parce que notamment, ils attaquaient aussi Amazon en justice. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était aussi pour interpeller Muriel Pénicaud. Parce qu'en réalité, là, Amazon, il continue de livrer. Et notamment, j'avais vu un tweet là-dessus. Il livre des lumières qui éclairent ta cuvette de toilette de toutes les couleurs. Et en fait, ça, tu continues à être exposé au virus et à travailler comme si de rien n'était. C'est hallucinant, quoi. Enfin... Non, mais oui, ça a vachement repris aussi le hashtag Stop Production non essentielle que du coup, nous, on avait lancé il y a une semaine avec Révolution Permanente. Et on avait essayé de faire le plus de bruit possible parce qu'en fait, c'est une réalité en plus qui est encore d'actualité dans le sens où en fait, il y a des grands patrons qui continuent d'envoyer des centaines de gens en fait tous les jours au taf pour produire des choses qui sont absolument pas essentielles à la résolution de cette crise comme Airbus, PSA, LVMH, Amazon, etc. On avait été 3e des tendances du coup il y a 2 semaines mardi. Ouais, c'est ça, 26 000 tweets et du coup, ça a permis de mettre ce sujet au devant de la scène, que ce soit à travers des tweets qui montraient comment les transports ils sont bondés, comme vous avez pu le voir en fait peut-être dans le reportage plus tôt, mais aussi en fait en montrant qu'est-ce qui est fait en fait au prix de quoi en fait, au prix de nos vies pour les profits. Donc on montrait comment Bernard Arnault il avait fêté son anniversaire la semaine dernière, quoi. Et je pense que ça avait permis en fait de mettre ce sujet devant la scène, de montrer en fait la réalité du confinement pour beaucoup. Parce qu'en fait, le confinement, ouais, ça ne doit pas nous empêcher d'arrêter de montrer l'absurdité là, du système, qui en plus est beaucoup plus mise en lumière avec la pandémie et que justement, c'est nécessaire qu'on continue de s'organiser en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on fait des comités virtuels Révolution Permanente pour pouvoir discuter un peu de la situation politique qui est loin d'être dépolitisante et aussi pour pouvoir échanger sur notre programme, pour avoir un peu une issue anticapitaliste à cette crise en fait. Et c'est pour ça qu'on vous invite à nous contacter sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, on vous répondra pour vous organiser avec nous. Et bah du coup voilà, c'était la petite émission hashtag. On espère que ça vous a plu et on vous invite à faire des retours pour essayer de nous améliorer. Mais en tout cas, à la semaine prochaine. À la mi-mars, on a vu que Macron a annoncé le confinement, la fermeture de certains commerces non essentiels comme les bars, les cinémas, les restaurants, la fermeture des écoles, mais que dans le même temps, les ouvriers d'industries clairement non essentielles, comme l'automobile et l'aéronautique, devaient continuer à aller bosser. Ce décalage entre un rester chez vous très insistant et un aller bosser, il a provoqué beaucoup de colère chez les salariés. Le MEDEF, le syndicat patronal, a même parlé d'un changement d'attitude extrêmement brutal des ouvriers dans ce secteur. Cette colère, sur le terrain, elle s'est exprimée avec des droits de retrait collectifs,
des débrayages, en tout cas des luttes collectives pour essayer de faire fermer ces usines. Et de fait, les 16 et 17 mars, la plupart des usines de ces secteurs étaient fermées. Très vite, Airbus et le gouvernement ont voulu reprendre les choses en main et faire réouvrir ces usines. C'est ce qui s'est passé le 23 mars avec la réouverture des usines d'Airbus par exemple. Face à ça, on a vu que on ne pouvait pas se défendre seulement usine par usine et seulement résister aux attaques en fait, qu'on était en train de prendre en pleine face. Le gouvernement et le patronat commençaient aussi à parler d'attaques à nos congés payés, d'attaques à notre temps de travail, et on voyait qu'ils agissent de manière très homogène, qu'ils agissent en tant que classe. Et on voit bien que dans une situation de crise profonde, qui pose des questions urgentes, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique, c'est soit on impose nos propres solutions à ces crises, soit c'est les réponses, ou les soi-disant réponses des capitalistes qui vont s'imposer et on va payer la crise sanitaire et la crise économique. On voit que de plus en plus, il n'y a pas de compromis possible entre nos vies et leurs profits, pour reprendre une expression qui commence à être bien connue. Et donc à la CGT des ateliers de la Haute-Garonne, l'entreprise dans laquelle je travaille, une sous-traitante dans l'aéronautique, on a pensé qu'on n'allait pas se limiter seulement à défendre la fermeture de notre usine, mais qu'on pouvait avoir des revendications plus offensives. On les a présentées sous forme de 4 conditions. La première sur la question des masques. Vous avez vu qu'Airbus est au milieu d'un scandale sur la question des masques, puisqu'il s'est fait passer en catégorie 2 avec l'aide du gouvernement, c'est-à-dire une catégorie soi-disant aussi essentielle que l'agroalimentaire ou l'énergie. Avec ça, il a réussi à avoir plusieurs centaines de milliers de masques pour relancer sa production. Au contraire, nous, on a exigé que l'ensemble des masques soient donnés en urgence au personnel soignant, non seulement hospitalier, mais aussi la médecine de ville, les ambulanciers et les EHPAD. C'était la première de nos revendications. C'est-à-dire qu'on a réfléchi qu'on ne pouvait pas seulement applaudir le personnel hospitalier à 20 h et ne rien faire par rapport à cette question des masques. La deuxième question qui se pose, c'est celle de la production. Reprendre le travail, mais pour faire quoi? Pour faire des avions et les livrer à des compagnies aériennes qui de toute façon ont leurs avions cloués au sol, ou faire des choses utiles à la crise urgente, comme des respirateurs artificiels ou autres? À cette question-là, il y a 2 réponses possibles. Celle des capitalistes, c'est soit de ne rien faire, soit de faire à très petite échelle pour s'attaquer à un marché rentable aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu par exemple dans l'État espagnol, où SEAT a reconverti une ligne de production en une semaine pour fabriquer 3000 respirateurs artificiels par semaine. Ça montre donc que c'est possible. Mais SEAT le fait avec une certaine logique, qui est celle de s'attaquer à un marché rentable et de vendre ses respirateurs au plus offrant, c'est-à-dire au pays qui va payer cash, peut-être même 2 ou 3 fois le prix. La deuxième option, et c'est celle que nous on défend, c'est de mettre toute l'industrie, et le plus vite possible, au service de cette crise-là. On est capable de construire rapidement et en masse des respirateurs artificiels. Pas seulement pour vendre au pays le plus offrant, mais pour le fabriquer pour tous. Prenons l'exemple de l'Afrique par exemple, où il y a plusieurs pays dans lesquels il y a seulement quelques dizaines de respirateurs. Si l'épidémie arrive à ces pays-là, ça va être une hécatombe, et nous, en tant qu'ouvriers, on serait fiers de fabriquer des milliers de respirateurs pour ces pays-là aussi. La troisième question, c'est celle des mesures de protection. S'il y avait suffisamment de masques pour tous les secteurs et qu'on allait travailler pour des choses essentielles, pour fabriquer des choses essentielles, encore faudrait-il qu'on le fasse avec des bonnes conditions sanitaires. Sur cette question-là, on ne peut pas faire confiance au patronat qui en fait a montré son vrai visage en voulant nous faire reprendre le travail très rapidement, mais aussi en fait dans beaucoup d'usines en cachant les cas suspects, en refusant de renvoyer les salariés fragiles pour des questions de santé chez eux. Et donc ce qu'on pense, c'est qu'on doit contrôler nous-mêmes ces mesures sanitaires. Ce qu'on a proposé à la CGT AHG, c'est un comité de contrôle qui soit composé non seulement des élus du CSE, mais de tout ouvrier volontaire qui veut en fait avoir un droit de regard et un droit de veto sur ces mesures sanitaires. Enfin, on a vu que cette crise, elle pose pas seulement une question de santé, mais aussi une question économique que certains en fait ont vécu directement après les annonces de confinement. Soit les salariés en chômage partiel qui ont connu une perte de salaire importante, puisque le chômage partiel c'est 84% du salaire net sur 35 heures et avec même des pertes de primes pour beaucoup d'entre eux, soit les intérimaires qui ont vu leur contrat mis à terme pour beaucoup d'entre eux. Face à ça, on a revendiqué purement et simplement le maintien de tous les postes, intérimaires compris, et le maintien du salaire à 100% assuré par le patron. Encore une fois, on voit que si ce n'est pas nos solutions qui s'imposent à cette crise, c'est les solutions des patrons et du gouvernement. Aujourd'hui, il commence à avoir un nouveau discours qui est celui de l'effort partagé. On nous encourage à faire des efforts partagés. Concrètement, ça se traduit comment? Eux
nous encourage à revenir sur nos congés payés, à travailler plus, à revenir sur nos RTT et à accepter les suppressions d'emplois massives comme on est en train de voir. De notre côté, la concession qui nous serait faite, c'est que certains patrons ne verseraient pas de dividendes cette année. Entre parenthèses, cet argument sur les dividendes, c'est du fake, puisque les dividendes qui ne seront pas versés aux actionnaires cette année, ils pourront être mis à la caisse des entreprises, et donc une entreprise elle pourra verser l'année prochaine le double de dividendes. Ceci étant dit, l'effort partagé qu'on est en train de nous demander, il s'appuie sur un nouvel argument qui est le risque de faillite. Nous, en tant qu'ouvriers, on n'a pas à accepter cet argument-là, notamment dans une filière comme l'aéronautique, dont on sait qu'elle s'est gavée de profit pendant des années. Nous, ce qu'on revendique, c'est l'ouverture des livres de compte, c'est-à-dire le droit à tout ouvrier à qui on demande aujourd'hui de risquer sa vie et celle de ses proches, à qui on demande de faire ses sacrifices au nom de la crise et de la faillite, le droit à tout ouvrier de connaître les chiffres, de connaître le salaire des dirigeants depuis des années, les dividendes, non seulement de son entreprise, mais de toute la filière aéronautique. Aux patrons qui veulent nous faire payer la crise économique, on exige qu'ils nous montrent toute leur comptabilité et ça montrera qu'ils attaquent nos congés, nos emplois et nos salaires pour ne surtout pas toucher à leurs profits. Pourquoi on pense que ce type de revendication, c'est central aujourd'hui? On voit bien qu'on a le choix face à la bourgeoisie entre deux stratégies, la collaboration de classe ou la lutte de classe. La collaboration de classe, c'est quand ton patron t'explique que si tu fais suffisamment de sacrifices, tu ne seras pas impacté et ça sera peut-être le concurrent qui sera impacté. Et on voit bien que face à la crise d'ampleur à laquelle on doit s'attendre, on va de toute façon tous être impactés. Donc on doit se préparer à lutter, pas seulement entreprise par entreprise et sur les questions immédiates auxquelles on fait face, mais en tant que classe, on doit se préparer à la lutte de classe. Et le combat qui est devant nous, il ne se fera pas à l'échelle d'une usine ou même d'une filière comme l'aéronautique, mais à l'échelle de tout le capitalisme. Et avec les militants de Révolution Permanente, on se bat pour un programme et une stratégie révolutionnaire qui nous permettent pas seulement de résister aux attaques, mais de gagner. Voilà, c'est fini pour cette première émission pilote du bon côté de la barricade sur Révolution Permanente. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à faire vos critiques, à apporter vos commentaires, que ce soit sur notre page Facebook Révolution Permanente ou sur le site internet révolutionpermanente.fr. En tout cas, moi j'ai eu plaisir d'animer cette première émission et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine émission dimanche prochain. Et n'hésitez surtout pas à essayer de proposer vos talents et si vous voulez également faire partie des comités virtuels que Révolution Permanente est en train de lancer, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Mais également, si vous voulez faire des témoignages, si vous avez des vidéos, des photos ou également si vous voulez être interviewé par l'équipe de Révolution Permanente, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On se fera un plaisir que ça soit dans la prochaine émission ou dans d'autres émissions, essayez de mettre en lumière en fait ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans votre secteur. Et comme je le disais avec cette citation de Rosa Luxembourg, la chose la plus révolutionnaire que l'on puisse faire, c'est de crier haut et fort ce qu'il est en train de se passer, notamment dans cette émission et cette première émission test. On essaye de crier haut et fort ce qui est en train de se passer et notamment on essaye de commencer à s'organiser, à préparer les étapes suivantes, les étapes de demain, peu importe qu'on soit confiné ou qu'on soit dehors. Pour Révolution Permanente, c'est toujours du bon côté de la barricade que ça se passe.